Évaluation du premier mandat et perspective sur le second mandat de Félix Tshisekedi. Depuis un certain moment, le président Félix Tshisekedi, le président élu donc, vante les acquis. Quels sont ces acquis-là? Qu'est-ce que les Congolais peuvent préserver comme acquis? On en parle tout de suite dans cette émission. Évaluation, mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission. Et pour cela, nous avons un invité. Il a accepté, il s'est disponibilisé pour cette émission. Lui, c'est Ambroise Mamba, journaliste et analyste politique, à qui je dis bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci. Voilà, Ambroise Mamba, premier mandat de Félix Tshisekedi. Ambroise Mamba, avec quel bilan? Ok, ça c'est une question très importante. Avec quel bilan? Le premier mandat il s'est terminé, mais je vais d'abord répondre à cette question. Le bilan de Félix Tshisekedi coûte 73% des voix exprimées aux élections de 2023. C'est ça même l'expression du bilan du premier mandat de Félix Tshisekedi. C'est un mandat à double vitesse. La première vitesse, c'est la coalition FCC-Cash. Et la deuxième vitesse, c'est le divorce d'avec Joseph Kabila. Vous savez que Félix Tshisekedi, je l'ai dit ailleurs, Félix Tshisekedi a mal débuté sa mandature. Au début, il est dans une certaine coalition avec Joseph Kabila qui avait été rejeté par la majorité des Congolais par rapport à son bilan catastrophique. Félix Tshisekedi a pu quand même accepter cette coalition avec le FCC, mais le même FCC lui a mis des crocs en jambes. Parfois, quand il nommait des mandataires, il y avait des blocages, ainsi de suite. Il n'a pas pu travailler pendant 2 ans. Et cette fois-là, lorsque Félix Tshisekedi s'est séparé d'avec Joseph Kabila, que j'ai surnommé ailleurs le diable, il s'est séparé du diable. Oui, il s'est séparé du diable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila, c'est un personnage qui aujourd'hui, lorsque vous faites ami à lui, vous êtes rejeté par les Congolais. En fait, c'est pourquoi il joue un tout petit peu le rôle du diable. Donc, vous êtes avec lui, on vous rejette. Vous vous séparez de lui, on vous accepte. Alors, à l'époque, la première vitesse de la mandature de Félix Tshisekedi, c'était d'abord ce mariage avec le FCC. Il a eu beaucoup de difficultés à gérer, il y a eu beaucoup d'obstacles dans ses actions, et jusqu'à ce que ça ne fait que 2 ans. Après 2 ans, il y a eu 3 ans pour travailler. Alors là, il y a eu maintenant beaucoup de bonnes choses pendant les 3 ans de Félix Tshisekedi. La première chose, est-ce que vous savez que notre pays aujourd'hui est champion dans les détournements des deniers publics? Il a pu quand même confier la responsabilité de la lutte contre les détournements des deniers publics à une personnalité très importante de ce pays, M. Gilles Alinguetti, qui gère actuellement l'IGF. On a vu que les mandataires publics ont commencé à trembler. La première chose est là. Les mandataires publics ont commencé à trembler. J'étais un jour avec un monsieur, avec un secrétaire général dans un ministère quelconque, j'étais son nom. Il me dit ceci. Vous savez, quand Gilles Alinguetti a commencé à travailler, partout on tremblait. Il y avait la peur. Et quand les frais de fonctionnement sont décaissés, vous recevez les frais de fonctionnement, vous vous posez 2-3 questions pour savoir bien gérer ce fonds. Vous vous dites, si vous blaguez, l'IGF sera sur vous et vous allez pleurer. Mais, bien entendu, avec, je peux dire, cette dissuasion qui est venue de la manière dont l'IGF a travaillé, on a vu quand même quelque chose dans le cadre de la gestion des fonds publics à travers tous les ministères, à travers tous les mandataires publics. Êtes-vous d'avis avec ceux-là qui disent que la justice n'a pas pu accompagner justement Gilles Alinguetti? Je suis d'avis avec eux. Je suis d'avis avec eux. Parce que Gilles Alinguetti ne condamne personne. Il mène des enquêtes, il produit certaines données, il met à la disposition de la justice. Malheureusement, notre justice, c'est ce qu'elle est. Le chef de l'État a eu quand même à déplorer les comportements de certains magistrats au pays. Alors, quand Gilles Alinguetti arrive à produire certaines données par rapport au détournement de deniers publics, on met à la disposition de la justice, c'est que la justice fasse ce qu'elle a fait. Vous allez vous rappeler par exemple un seul cas de Matata Pogno avec l'affaire Boukangalonzo. On nous dit que Matata Pogno n'a pas de juge naturel. Quelle honte pour un pays.
pour que vous ayez un juge naturel. Moi, j'ai un juge naturel. Tout le monde a un juge naturel, sauf un ancien Premier ministre. Lui, il n'a pas de juge naturel. C'est une honte pour toute une république. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu aujourd'hui. Je pense qu'il va revenir devant la Cour constitutionnelle pour quand même répondre de ces dates. Alors, il est élu, vous ne pensez pas que le trajectoire risquerait encore d'être un peu plus long, puisqu'il est maintenant élu. Il est vrai que ça va encore nous ramener dans un débat interminable des juges naturels. Devrait-il être jugé par la Cour de cassation ou devrait-il être jugé par la Cour constitutionnelle? Mais cette question a déjà été close. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle a désormais les dossiers. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord, c'est un ancien sénateur, élu député national cette fois-ci. Malgré ses immunités parlementaires en tant que député national, il sera jugé au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, la lutte contre les détournements, la corruption, c'est quand même quelque chose de positif dans le premier mandat de Félix Tshisekedi. Il y a aussi cette autre chose. Félix Tshisekedi a été ce président qui écoute la population. Un président qui écoute la population. On n'en a pas eu beaucoup. On a eu un président qui a fait 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila pour ne plus les citer. Est-ce que Joseph Kabila, qu'on appelle aujourd'hui le recteur de l'université de Kara, c'est une personne qui n'écoutait pratiquement pas les Congolais? Qui n'écoutait pratiquement pas les Congolais. Lorsque les Congolais demandent quelque chose, c'est comme si il n'écoute pas. C'est comme s'il n'en a pas besoin. C'est comme s'il fait sa volonté au lieu de faire la volonté du souverain primaire, ce souverain qui lui a donné le pouvoir. Mais Félix Tshisekedi a été ce président. Lorsqu'il arrive, le tout premier jour, lorsqu'il prête serment au palais de la nation, on lui entend le cantique du slogan de son père, le peuple d'abord. Et lorsqu'on lui entend ce cantique, Félix Tshisekedi commence à gérer, après s'être séparé de Joseph Kabila, après le divorce FCC Cash. Le peuple d'abord qu'il a su valoriser. Est-ce que pendant les 5 ans passés de Félix Tshisekedi, vous avez eu l'impression que ces slogans peuple d'abord, Félix Tshisekedi a eu à valoriser cela ou à mettre cela en pratique? Oui, je vais donner quelques exemples. Il y a eu du positif et du négatif. Je commence par le positif. Le positif, c'est que il a écouté la population. Rappelez-vous que chaque fois que la population dit qu'il faut qu'on se sépare de la MONUSCO, Félix Tshisekedi a écouté. Il a demandé du haut de la tribune des Nations Unies pour que la MONUSCO puisse partir. Ça a pris du temps parce qu'il y avait d'abord les 2 ans de gâchis du mariage FCC Cash. Et quand il s'est séparé de ce mariage, il a pris quand même le temps parce qu'il devait quand même asseoir le pouvoir. Il devait déboulonner le système, l'ancien système de Joseph Kabila. Ça prend quand même du temps. Il y a beaucoup de priorités. Il n'y avait pas que ça. Mais quand même, le plus important, c'est qu'il a plus ce courage de pouvoir faire la volonté de la population. Rappelez-vous qu'il y avait eu des marches au niveau du Nord Kivu. Les gens ont marché. Il y a eu des morts. Il a pris ce courage du haut de la tribune des Nations Unies pour demander le départ de la MONUSCO. Et c'est chose faite aujourd'hui. C'est Félix Tshisekedi qui dit qu'il va faire la guerre au Rwanda. Demandez aux habitants de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. C'est des gens qui veulent toujours en découdre avec le Rwanda. Je vais faire la guerre au Rwanda. Et la population a dit, voilà la personne à qui il faut accorder le pouvoir. Et c'est ce président-là qui, lorsqu'il voit que les forces de l'EAC sont venues en tourisme, il dit niet, il se sépare de l'EAC et il fait venir la SADC. C'est ce président-là qui a dit, je mets en place le programme de 145 territoires. À travers ce programme, il y a des routes, il y a des écoles, il y a des centres de santé qui sont construits à travers le pays, dans les territoires. Un projet à décoller, un projet qui a du mal à avancer, puisque c'est un problème d'acteur. C'est un problème d'acteur. C'est un problème d'acteur. Un problème d'acteur. Félix Tshisekedi ne va pas être partout et au même moment. C'est un problème d'acteur. C'est à ce niveau-là que je vais parler du négatif. C'est à ce niveau que je vais parler du négatif. Pourquoi? Parce que dans le négatif, il y a cet autre problème lié à son entourage. Félix Tshisekedi avait fait un très mauvais casting par rapport à son entourage. À qui est-ce qu'il a confié des responsabilités? De 145 gens, est-ce que ce sont des gens qui l'ont soutenu? Il y a eu quand même quelques personnes qui sont quand même arrivées à faire quelque chose. Je venais de citer M. Jules Alinguetti, qui n'est pas à l'exécutif, il n'est qu'un gendarme financier. Mais si les gens qui sont au niveau de l'exécutif
pouvez comprendre la vision du chef de l'État, de pouvoir faire du peuple d'abord un contenu, une matérialisation, je pense qu'on aurait eu beaucoup de résultats escomptés. Monsieur Ambroise, parlons des acquis que vante aujourd'hui Félix Tshisekedi, que les Congolais doivent préserver. Quels sont ces acquis-là? Il s'agit seulement de, puisque vous venez de le soulever tout à l'heure, vous avez parlé du gendarme financier qui est monsieur Jules Alinguete. Quels sont les acquis aujourd'hui que les Congolais doivent préserver du premier mandat de Félix Tshisekedi? Vous savez, je venais de dire que le premier acquis, c'est le fait qu'il y ait un président qui écoute la population, qui fait la volonté de la population. C'est un premier acquis. Si vous changez de président, c'est-à-dire que vous voulez un autre président qui n'écoute pas la population. L'autre acquis, c'est la lutte contre la corruption et les biens publics. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà évoqué. Mais il y a beaucoup d'autres acquis. Par exemple, lorsque vous prenez la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement qui est constitutionnelle, madame. La gratuité de l'enseignement qui a été tentée autrefois par Joseph Kabila. Qui avait tenté une gratuité de l'enseignement partiel. Et dans 3 provinces, dans 3 villes, Lubumbashi, Kinshasa et Kisangani à l'époque, ça a échoué. Ça a échoué et on n'en a plus parlé. Mais Tshisekedi arrive. Il ne parle pas de la gratuité dans certaines villes. Il généralise la gratuité. Dans toute la République démocratique. Toute la République. Non seulement il généralise, mais il amène ça à toute l'école primaire. Et il commence là. Vous savez que il y a un homme qui m'a reconnu que j'étais journaliste dans une boutique. Je suis allé acheter quelque chose dans une boutique. Cet homme me regarde, il me salue. Bonjour monsieur, je lui dis bonjour. Vous êtes journaliste? Je dis oui. Il me dit, monsieur, lorsque vous recevez les gens du PPRD sur votre plateau, dites-leur d'avoir honte et de la fermer une fois pour toutes. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, pendant 18 ans, ils ne se sont pas occupés d'un seul patrimoine d'utilité publique. Ils ne se sont pas occupés d'un seul patrimoine d'utilité publique. Le monsieur a commencé à me citer l'hôpital Mamaemo, l'hôpital Mabanga, qui sont réhabilités par le président de la République. Et le monsieur me dit qu'il a rencontré une dame, vendeuse des avocats. La dame lui dit, et la dame était contente d'avoir voté le candidat numéro 20, c'était après les élections. Et il pose la question à la dame, madame, dites-moi pourquoi vous avez voté monsieur Félix Tshisekedi. La dame lui dit, monsieur, j'ai mes deux neveux qui étudient gratuitement à l'école. Avec l'argent des avocats, je ne pouvais pas les amener à l'école. Et ça, c'est Félix qui l'a fait. Lorsque vous parlez des acquis, vous voulez qu'on vous cite quel genre d'acquis? Vous voulez qu'on vous cite quel genre d'acquis? Lorsqu'une personne reconnaît qu'il a étudié gratuitement, lorsqu'une personne reconnaît qu'on a construit, d'ailleurs ce n'est pas une réhabilitation pour Mamaemo, c'est une nouvelle construction des immeubles qui a été modernisée. Lorsque vous prenez toutes ces personnes qui disent, nous avons enfin un président de la République, ça vaut 73% des suffrages exprimés à la présidentielle de 2023. Madame. Parmi les acquis, il y a également cette histoire du franc congolais qui perd sa valeur vis-à-vis du monnaie étrangère, qui fait justement perdre à la population congolaise son pouvoir d'achat. Effectivement, ça fait partie du négatif. Je n'ai pas donné 10 sur 10 à Félix Tshisekedi. Des acquis, hein? Je n'ai pas donné 10 sur 10 à Félix Tshisekedi. Et je pense qu'il y a des bonnes choses qui sont faites. Mais cette fois-ci, vous savez que le problème des francs congolais, je ne suis pas économiste, les économistes l'ont déjà expliqué plusieurs fois. À moins qu'on soit de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Le Congo ne produit pas. Le problème du franc congolais est un problème de production nationale. On est une économie beaucoup plus essentiellement basée sur l'extraction minière, l'exploitation minière. À ce moment-là, vous êtes dans un seul secteur. Les économistes ont montré plusieurs fois qu'il faut diversifier l'économie. Et lorsque l'économie congolaise est diversifiée, à travers l'agriculture par exemple, vous produisez localement. Dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons? Nous consommons pas ce que nous produisons, mais nous consommons ce que nous importons. Alors, ça fait du mal à la valeur faciale même du franc congolais. Et c'est pourquoi je pense que pendant le deuxième mandat, le président de la République qui le sait et va mettre les bouchées doubles justement pour arriver à résoudre cette question. Sur le plan de l'agriculture, est-ce que c'était également un problème d'homme? Est-ce que le ministre qui était là, c'était lui qui n'était pas à la hauteur,
ou c'est la République démocratique du Congo qui n'a pas su mettre en place un mécanisme justement pour faire avancer les choses sur ces points. Bon, je ne pourrais pas dire que le ministre n'était pas à la hauteur parce que le ministère de l'Agriculture existe depuis très longtemps. Si vous allez au ministère de l'Agriculture, vous allez trouver des études et des études. J'en ai vu une autre d'ailleurs. J'en ai vu une autre. Il y a d'ailleurs un projet des étrangers qui sont des Américains qui veulent développer l'agriculture dans notre pays, dans plusieurs provinces, et j'en ai vu, c'est costaud la documentation que j'ai lue. Alors, le problème ici chez nous, c'est le problème de la volonté politique. Et d'ailleurs, j'ai appris, ce qui m'a fait mal, que lorsqu'on demande la signature du contrat, les ministres sectoriels qui ont le pouvoir de signer, ils demandent les rétrocommissions avant de signer. Voilà les choses qui découragent les investisseurs. Voilà les choses qui découragent les investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont menées au niveau du ministère de l'Agriculture. Cette histoire des rétrocommissions, M. Félix lui-même considérait déjà cela comme un acte qui s'est fait en République démocratique du Congo. Donc il n'y a pas condamné. Non, il a trouvé que c'était normal. Non, cela ne veut pas dire qu'il a trouvé que c'était normal. Il a dit que c'était un acte qui existait. Et c'était en rapport avec l'affaire des 15 millions de dollars des pétroliers. En fait, à l'époque, il venait de prendre le pouvoir. Il a trouvé un système qui existait par rapport à la répartition de ce montant. C'est comme ça qu'il a répondu de cette manière-là. Mais je pense que c'est un homme qui réfléchit maintenant autrement pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que l'on cesse de procéder de cette manière et que cet argent revienne dans les caisses de l'État. J'en reviens à l'agriculture. C'est-à-dire que je disais qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées. Il suffit seulement d'aller prendre ces études. La deuxième chose, ce sont les moyens. Quels sont les moyens qui sont mis à la disposition de l'agriculture? Vous allez comprendre qu'il y a un défi sécuritaire majeur à relever aujourd'hui, c'est la guerre. Nous sommes agressés par le Rwanda. Vous avez appris que le président de la République a donné 1 milliard de dollars pour renforcer les budgets de l'armée, pour renforcer les budgets de l'armée. Ça signifie qu'à ce moment-là, avec ce défi sécuritaire, quelque part, on peut négliger d'autres secteurs. Mais si l'IGF qui m'écoute, Gilles Alinguetti qui m'écoute, s'il arrive à fermer tous les robinets par lesquels l'évasion fiscale s'effectue, je pense qu'on peut renflouer les caisses de l'État et avoir un budget colossal qui va nous permettre cette fois-là de mettre beaucoup de moyens au niveau de l'agriculture pour développer ces secteurs afin que ça nous donne encore beaucoup plus des produits que nous allons consommer nous-mêmes. Notre propre population est une richesse. Nous pouvons d'abord commencer à consommer nous-mêmes avant même de vendre. Et à ce moment-là, je pense que ça va résoudre le problème du pays. Donc, parmi les acquis, il y a également la gratuité de la maternité. La gratuité de la maternité. J'étais en train d'y arriver. Voilà. En fait, il y a également la gratuité de la maternité. C'est déjà expérimenté dans certains hôpitaux. Bien que ça connaît encore de problèmes. En fait, il y a des finances, problèmes de main-d'œuvre. Il y a une volonté dans Félix Tshisekedi de donner du bonheur aux Congolais. Une volonté. Et qui se matérialise. Qui commence quelque part. Il ne faut pas ici dire des choses, il ne faut pas raconter des histoires à dormir debout que dès que Félix Tshisekedi dit quelque chose maintenant, et c'est une baguette magique, et puis tout va se dérouler normalement à 100%. Non, la volonté est là, on a commencé à réaliser, et ça a un début, les douleurs d'enfantement comme on dit, et je pense qu'avec le temps, on aura de plus en plus des résultats escomptés. Ça signifie que les acquis dont on parle ici, c'est cette volonté du président de la République à toujours répondre de manière positive aux préoccupations des Congolais. Et je pense que les Congolais ont réagi. Le fait qu'il y ait 73% de suffrages exprimés, c'est une réponse à la question que le président de la République avait posée. Voulez-vous qu'on revienne, qu'on reparte à zéro? L'opposition aujourd'hui demande à ce qu'on revoie cela à la baisse par rapport à ces dossiers des 82 invalidés. Il fallait également revoir le pourcentage. Vous savez que c'est une faute. Les 82 invalidés, avaient-ils acquis les machines à voter pour le président ou pour eux-mêmes? Pour eux-mêmes, mais cela bénéficie également à Félix Tshisekedi. Non, je pense que vous avez voté. Quand vous ouvrez la machine à voter, vous avez la possibilité même de sauter certaines étapes. Vous avez la possibilité de sauter. Voilà. Vous avez la possibilité de sauter l'étape du président et d'aller vers l'étape du candidat député national. J'ai vu une capture d'écran d'un bureau.
ou une candidate qui est parmi les 82 invalidés, qui a obtenu dans un bureau de vote 499 voix pour elle, mais il n'y avait pas 499 pour le président de la République. C'est quelle logique qui voudrait qu'on retranche certaines voix au président de la République? C'est quelle logique? Donc, il le mérite, on doit laisser cela comme ça et que le président de la République, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été élu à la régulière, madame. À la régulière. Et c'est une première. En Afrique, un président en fonction, se faire réélire, c'est toujours difficile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Au moins, c'est donné à Félix Tshisekedi. En 2011, Joseph Kabila veut se faire réélire. Nous avions 2 tours des élections, de l'élection présidentielle. On apprend qu'en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle qui est allée à 2 tours a fait qu'il y ait des alliances entre Ouattara et Guillaume Soro. On apprend ça et le président Laurent Gbagbo a été battu au second tour. Ça donnait de la matière à réfléchir au niveau du régime Joseph Kabila. Et on dit on va changer la constitution pour ramener les 2 tours à un seul tour. Parce qu'on avait peur qu'un président de la République ne se fasse réélire. Et cette fois-là, ils ont changé la constitution et Joseph Kabila est passé. Mais Félix Tshisekedi, en un seul tour, avec 26 candidats en lice, il obtient 73% des voix. Pour un candidat à sa propre succession, c'est une première au Congo. Parce que Joseph Kabila, même au second tour en 2006, Joseph Kabila, qui était déjà président de la République pendant le schéma 1+4, Joseph Kabila n'avait pas pu obtenir 70% des voix. Les élections d'ailleurs qui ont émaillé de plusieurs irrégularités. Quelles sont ces irrégularités? Est-ce que vous savez que c'est la première fois, depuis qu'on commence les cycles électoraux en 2006, que la CENI sanctionne des candidats qui se sont mal comportés? Est-ce que vous savez que c'est la première fois? En 2018, vous n'avez pas vu des machines à voter dans les mains des candidats. Ils ont été sanctionnés par qui? Moi, je n'ai plus l'âge. Je n'ai plus l'âge de suivre les discours politiciens. Moi, j'analyse le fait. Je sais au moins que c'est la première fois que la CENI sanctionne des candidats qui ont acquis de manière illégale des machines à voter, ce qu'on appelle le dispositif électronique de vote. C'est la première fois. Les irrégularités dont on parle, il s'agit de quoi? Parce qu'on a détenu une machine à voter. Mais non. Je suivais un jour après la présidentielle. Un jour après la présidentielle. Retenez ça. Et cherchez cette déclaration. Vous allez la trouver. Un jour après la présidentielle, parce qu'on sait que les bureaux de vote ont été ouverts en retard. Les bureaux de vote... dans d'autres coins également, ils ont voté oui, le 21. Est-ce que ces problèmes mineurs, ces problèmes logistiques mineurs... Vous considérez cela comme problème mineur? Est-ce que ces problèmes logistiques mineurs étaient-ils en faveur d'un candidat et au détriment d'un autre? Parce que les bureaux de vote ont ouvert en retard pour tous les électeurs. Pour tous les électeurs. Lorsque 2 équipes jouent sur un terrain de football et que la pluie s'abat, c'est en faveur de quelle équipe? Parce que vous ne répondez pas, vous êtes journaliste. Que ceux qui sont à la maison répondent à la question. Voilà. Lorsque la pluie s'abat, lorsque 2 équipes sont sur terrain, c'est en faveur de quelle équipe? Et lorsqu'à la fin, une équipe parvient à gagner, il faudra-t-il que l'équipe qui a perdu dise « Vous m'avez gagné parce qu'il y avait la pluie ». Mais l'autre dira « Mais oui, mais la pluie s'est aussi abattue sur moi ». Les problèmes majeurs n'avaient pas favorisé un candidat au détriment d'un autre. Il y a eu un monsieur, un électeur qui a voté pour le candidat numéro 20 à 1h30 minutes. Et il écrit sur sa page Facebook « Je viens de voter à 1h30 parce que je ne voulais pas faire perdre à mon candidat une seule fois. » C'est vrai qu'il y a eu des problèmes logistiques. Mais si ces messieurs-là, si ces messieurs-là rentraient chez lui à la maison pour aller dormir, le candidat numéro 20 aurait pu rater une voix. Mais regardez ce qui se passe. Un jour après cette présidentielle, l'opposition katumbiste, avec tous ces candidats qui se sont désistés pour lui, Kikouni, Matata, Sesanga et Diongo, ils produisent une déclaration dans laquelle ils disent exactement ceci. Nous dénonçons les problèmes logistiques, nous dénonçons les irrégularités qu'il y a eu lors de la présidentielle. Ils ajoutent maintenant ceci. Mais malgré cela, notre candidat, leur candidat, le numéro 3, malgré cela, notre candidat est en bonne position et nous demandons à la communauté internationale
préserver la vérité des urnes. Et qui disait qu'il y a des problèmes logistiques. Malgré ces problèmes logistiques, leur candidat était en bonne position. Leur candidat avait déjà gagné l'élection. Mais pourquoi tout de suite là, ils n'avaient pas demandé l'annulation de la présidentielle? Parce qu'ils estimaient que leur candidat était en bonne position. Je n'ai plus l'âge de me fier aux discours politiciens. J'analyse les faits. Ça signifie que pour eux, à cette époque, si on proclamait Moïse Katumbi président de la République, ils auraient applaudi. Au regard de tout ce dont vous venez de soulever, ou tout ce dont le Congolais soulève aujourd'hui comme problème qui a eu à entourer justement ces processus électoraux, si on vous demandait, vous, d'évaluer aujourd'hui le travail qu'a battu Kadima par rapport à ses prédécesseurs. Madame, vous savez, Denis Kadima, en réalité, n'a pas eu beaucoup de temps matériel pour organiser la présidentielle. Il avait également la possibilité de repousser les élections. Il avait la possibilité de repousser. Mais le problème, c'est qu'il y avait deux pressions sur lui. Deux pressions sur lui. Il ne pouvait pas repousser. La première pression vient de l'opposition politique. Qui d'ailleurs demande de tout reprendre, de tout... La première pression vient de l'opposition. L'opposition lui dit, Monsieur Kadima, nous n'allons pas te laisser même une heure. Tu nous organises les élections. Mais il y a une évidence. Les machines à voter ne sont pas déployées sur l'ensemble du territoire national. Il fait quoi? Il organise les élections. Il vous donne les résultats que vous avez voulu. Mais si on reportait même pour 1 ou 2 semaines, le ciel n'allait pas tomber sur la RDC. On aurait eu au moins des élections organisées à l'heure, avec des machines à voter déployées à l'heure, sur l'ensemble du territoire national, avec des bureaux de vote qui auraient pu ouvrir à l'heure. La deuxième pression est venue de la rébellion des Corneilles Nangaa. Ça, c'est selon moi. Kadima ne l'a pas dit. Le pouvoir ne l'a pas dit. Mais moi, j'analyse. Je trouve que la deuxième pression est venue de la rébellion des Corneilles Nangaa, qui a voulu appliquer l'article 64 de la Constitution pour faire tomber Félix Tshisekedi. Vous savez qu'il y a des rébellions qui ont un caractère un peu légitime. Si Kadima n'organisait pas les élections le 20 décembre, nous allions nous retrouver dans une position où le mandat du président de la République allait être désormais au-delà de sa limite. Et à ce moment-là, ça donnerait raison à Corneilles Nangaa de prendre les armes et de faire avancer sa rébellion. Mais avec ces pour appliquer l'article 64. Ne l'a pas empêché de prendre les armes. Non, mais non, sa rébellion est devenue maintenant illégitime et illégale. C'est ça la nuance. Sa rébellion est désormais illégitime et illégale. Parce que quand vous n'organisez pas les élections dans le délai constitutionnel, il a raison de dire, par exemple, Monsieur le Président, vous n'avez pas pu organiser les élections, vous n'êtes plus mon président en réalité, je prends les armes pour vous combattre et puis vous renverser. Mais la Constitution... Mais maintenant qu'il y a eu élection, il y a eu un gagnant. La Constitution protégeait quand même Félix Tshisekedi pour dire que jusqu'à le président, je connais l'article auquel vous faites allusion, l'article 70 de la Constitution. Joseph Kabila avait pris soin de faire intervenir la Cour constitutionnelle pour interpréter cet article afin de le garder pendant tout ce temps de glissement, afin d'être là, parce que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais le problème ici, c'est que le processus électoral était déjà engagé pour Félix Tshisekedi. Le processus était déjà engagé. Un calendrier électoral publié, des dates confirmées. La CENI ne faisait que confirmer des dates. On n'allait pas surprendre les gens avec un report la veille de la tenue des élections. C'est ce qui placerait le pouvoir dans une certaine difficulté. Donc, en fait, tout ça a plongé la CENI dans une difficulté de pouvoir reporter les élections et elle a pu donner ce qu'elle a pu donner. Je pense qu'il y a eu quand même des problèmes logistiques, il faut le reconnaître. Mais ces problèmes logistiques ne sont pas de nature. Suivez bien le rapport de la CENCO. La CENCO dit quoi? La CENCO constate, après avoir installé un dispositif de comptage des voix parallèles, la CENCO constate que il y a un candidat qui s'était détaché des autres. La CENCO dit, oui, un candidat s'est détaché des autres. Il y a eu également des irrégularités qui sont de nature à entamer l'intégrité des résultats à certains endroits, pas partout. À certains endroits, c'est dire que Tshisekedi a gagné à la régulière.
Vous avez suivi une circonscription électorale rejeter les résultats de la CENI? Est-ce que vous pouvez dire que nous sommes dans une crise post-électorale? Nous ne sommes pas dans une crise post-électorale. Vous pouvez me montrer où est-ce qu'on a coupé l'Internet? Vous pouvez me montrer là où il y a eu des morts? Il n'y a pas eu coupure, d'Internet, mais il y a eu des morts? Il n'y a pas eu non plus de morts. Il y a eu dans certains points, les élections doivent être refaites. Justement, mais la CENI a pris la décision. Mais est-ce que je pose la question, il y a eu des morts? Non. On a coupé l'Internet? Non. Il y a eu des manifestations? Non. Alors, pourquoi vous voulez... C'était pas parce que la population a eu peur avec tout ce qu'il y a eu sur le sida. Supposons que la population ait eu peur. En 2006, pourquoi il y a eu des morts? En 2011, pourquoi il y a eu des morts? Donc en 2011, la population n'avait pas peur? Non, c'est un échappatoire. La population a été contente des résultats proclamés par la CENI. La crise post-électorale, ce n'est pas lorsqu'un candidat refuse les élections. C'est lorsque la population refuse les résultats publiés par la CENI. C'est ça la crise post-électorale. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au stade de Martyrs, avec la démonstration des forces pour qu'on puisse organiser une cérémonie d'investiture au stade de Martyrs, c'est une première au pays. Voilà, le temps nous fait défaut, Monsieur Ambroise. On va prendre pour le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, l'UDPS, qui s'étaille la part du lion. Il obtient plus de sièges avec ses alliés au niveau de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale. L'opposition que 21 sièges. Pensez-vous que cette Assemblée nationale va faire le poids, c'est-à-dire entre l'opposition et ceux qui vont travailler pour le compte du gouvernement? Pensez-vous que ça fera le poids lorsqu'il s'agirait de questions où l'opposition doit également peser? Vous veniez de dire que le temps nous fait défaut. Je suis en train de me poser la question s'il y a suffisamment de temps pour que j'explique de manière pédagogique le travail parlementaire, comment il s'est fait. Parce que vous posez les problèmes de l'opposition. Vous avez quelques temps en tout cas. Alors, lorsque vous là, on est dans le travail parlementaire. Est-ce que vous savez pourquoi nous en sommes là aujourd'hui? Pourquoi on a des élections législatives et on a mis les seuils? Tout part de notre système politique. Nous sommes un État qui a opté pour le régime semi-présidentiel. Le régime semi-présidentiel fait que le président de la République soit élu au suffrage universel, direct, et que le président ne soit pas responsable devant l'Assemblée nationale. Mais l'exécutif, c'est un exécutif à deux têtes. Il y a un chef du gouvernement qui lui est responsable devant l'Assemblée nationale. Et le chef du gouvernement, on dit, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Lorsque le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, il forme son gouvernement. Pour que le Premier ministre tombe, qui est censé décider? La même majorité, pas l'opposition. Je voudrais qu'on commence déjà à comprendre là. Lorsque le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, pour que le Premier ministre tombe, il faut que la même majorité fasse tomber son Premier ministre. On ne peut pas fonder son espoir sur l'opposition parce que l'opposition ne peut rien. Et d'ailleurs, quand nous sommes allés aux élections, nous avons voté les députés nationaux. On a mis les seuils. Ça, c'est encore un autre débat, c'est très long. On a mis les seuils. Les seuils nous permettent justement d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale compacte. Et cette majorité de laquelle sera issu le Premier ministre. Et quand on a le Premier ministre qui commence à mal travailler, par exemple, la même majorité qui y avait été en campagne électorale auprès de la population va dire, mais monsieur le Premier ministre, vous ne gérez plus selon notre projet de société à nous qui avons été auprès de la base. Voyez-vous cette Assemblée nationale faire tomber le Premier ministre en cas de besoin? Je suis dans un domaine pratiquement pédagogique. Je ne suis pas encore dans la praxis. Je ne suis pas dans la praxis politique. Le problème maintenant dans la praxis politique, madame, dans la praxis politique, même alors, dans la praxis politique, lorsqu'il y a une volonté du président de la République qui veut obtenir des résultats avec son Premier ministre, mais il obtient la déchéance du Premier ministre. Il obtient la déchéance du Premier ministre. À moins que le président ne le veuille pas. Il obtient la déchéance du Premier ministre, il demande à sa majorité de faire tomber le gouvernement. Comme ça, il change pour qu'il y ait des résultats.
On ne peut pas mettre son espoir, on ne peut pas fonder son espoir sur l'opposition qui ne fera rien. Vous avez cité 21 députés pour l'opposition katombiste. Que feront les 21 députés? Mais rien pratiquement. Le problème ici, c'est quoi? Félix Tshisekedi est tellement aimé par la population. Et il lui donne maintenant une majorité confortable pour gérer. Même si cette majorité est encore hétérogène avec les mauvais visages de l'Union sacrée qui nous a été présenté par Vital Kamerhe et maintenant par Samalou Kondé. Même si on nous a présenté ces mauvais visages, mais il y a une majorité confortable pour qu'on permette au président de la République de bien gérer. On ne peut pas fonder son espoir sur l'opposition. Dans son discours de l'investiture, Félix Tshisekedi a également évoqué la question du chef de file de l'opposition. Qui voyez-vous comme chef de file? Bien entendu, Moïse Katumbi. Bien entendu, Moïse Katumbi. S'il veut être un républicain, c'est lui qui a beaucoup plus de députés au niveau de l'opposition. C'est lui le porte-parole de l'opposition. Il peut gérer tout le monde. Mais s'il ne veut pas, alors il va laisser la place à quelqu'un d'autre pour gérer l'opposition. À ce moment-là, on va faire quand même un petit contrepoids. Le problème, c'est que nous sommes tellement mal habitués. Moi je suis d'une autre, d'une autre approche politique au pays. Une autre approche politique. En fait, nous sommes tellement mal habitués. On mène la politique de la haine. On estime qu'être opposant, c'est manifester la haine, ce que Fayulu a pu faire pendant les 5 ans et il en a eu pour son compte, 5% aux élections, parce qu'il a mené cette politique de la haine. Ça signifie que l'opposition ne devrait pas mener la politique de la haine. L'opposition devrait faire quoi? Devait écouter la population. Que pense la population de Félix Tshisekedi? Si la population est contre Félix, l'opposition aura du vent en poupe. Mais si la population est pour Félix, l'opposition va échouer. Cette population, justement, M. Ambroise propose ou suggère au président de la République qu'aucun élu ne figure dans le prochain gouvernement qui sera formé. Êtes-vous d'avis? Bon, je suis d'accord, mais c'est tellement compliqué. Vous savez pourquoi c'est tellement compliqué? Déjà, avec ce qui s'est passé, Vital Kamerhe avec son PCR, Samalou Kondé avec sa plateforme politique, c'est déjà compliqué. Là, on comprend déjà qu'au niveau de l'Union sacrée de la nation, il y a eu quelque chose qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ils ont jeté de l'anathème sur les discours d'investiture de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit, les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Mais tout de suite après, il y a une surprise désagréable. Lorsque Kamerhe crée une plateforme, dans une plateforme, c'est une mauvaise image qu'il a pu présenter à la population. Pourquoi? Parce que les autres ont suivi. Je parle de tous. Voilà. Je parle de tous. En réalité, après les élections, ils auraient dû former les plateformes avant les élections. Ils l'ont fait avant les élections. Kamerhe vaut 36 députés à l'Assemblée nationale. Il ne vaut pas plus de 100 députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qui est légal. Ça, c'est ce qui est connu au niveau de la CENI. Il faut laisser au mécanisme constitutionnel de se dérouler. Le président de la République devrait nommer un informateur. L'informateur va dégager la coalition majoritaire. Vous allez avec vos 36 députés. Samalou Kondé va avec ses 26 députés auprès de l'informateur pour négocier des postes. Ici, Kamerhe joue à l'anticipation. Il veut se montrer qu'il vaut quelque chose pour s'accaparer de la part du lion. Et d'ailleurs, je voudrais dire quelque chose. Kamerhe draine des casseroles, madame. Kamerhe a une mauvaise réputation sur lui. La mauvaise réputation sur Kamerhe, c'est quoi? C'est le fait qu'au prochain 100 jours, il s'est retrouvé en prison. Même s'il a été blanchi, même s'il a été acquitté, madame. Mais sur le plan, écoutez, madame, écoutez. Il a accompagné, il a amené quand même plus de voix. Ici, je ne parle pas de Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi, s'il commet l'erreur de nommer Kamerhe comme Premier ministre, c'est lui qui va le payer. Son échec va commencer là. Ça, je vous dis. Parce que vous le voyez déjà Premier ministre. Non, parce que Kamerhe a présenté qu'il a 110 députés, il peut vouloir qu'il soit nommé Premier ministre. Mais parce qu'il traîne derrière lui cette mauvaise réputation d'être considéré comme un détourneur des deniers publics, les gens qu'on appelle vulgairement un voleur, il traîne cette mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que sur le plan sociologique, même si on vous blanchit au niveau de la justice, mais sur le plan sociologique, vous êtes considéré comme un voleur. Ça vous colle. Pourquoi? Ça vous colle. Il n'y a pas du savon pour laver ça. Il n'y a pas du savon pour laver ça. D'ailleurs, après son acquittement, il a fait une tournée dans l'Est
On lui a demandé l'argent des 100 jours. Lui qui était acquitté. C'est pour dire que sur le plan sociologique, il n'y a pas du savant pour enlever ça. Et quand il prend l'avance pour créer une plateforme, dans une plateforme, il manifeste au grand jour les ambitions démesurées de nourrir ses propres intérêts et ses intérêts personnels. Il n'est pas le seul. Même Samalou Kondé, même Samalou Kondé lui-même. Il y a également le CG de l'UDPS qui est dans cette histoire de plateforme. Non, le CG de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe pour le CG de l'UDPS? Qu'est-ce qui se passe pour justement, M. Ambroise, n'est-ce pas une stratégie pour Félix Tshisekedi pour mettre fin justement à l'union sacrée de la nation? Justement, mais pas une stratégie pour mettre fin à l'union sacrée de la nation, parce que c'est cette union sacrée de la nation qui lui a donné d'abord la majorité qui sera dégagée lors de la coalition par l'informateur. Mais le problème, c'est que il faudra que Félix Tshisekedi trouve maintenant une nouvelle machine politique, pas l'union sacrée de la nation, une autre machine politique qui sera bien structurée avec des cadres comme le faisait Joseph Kabila, qui avait quand même, je reconnais quand même, Joseph Kabila avait une force de l'organisation pour la création du FCC par exemple. Il y avait quelqu'un qui était là, Mouilagnan, il y avait une charte, tout le monde signait la charte. Et il y avait une organisation au point que Kamerhe ne pouvait pas s'aventurer à faire ce qu'il a fait. Il y avait un chef qu'on devait respecter. Mais le problème ici, je reviens à ce que je disais, Kamerhe traîne derrière lui la mauvaise réputation. Et quand il crée sa plateforme, allez-y dans les réseaux sociaux si on l'a soutenu. On ne l'a pas soutenu. Ici, je parle des milliers de Congolais. Il y a eu, c'est pas moi, 18 millions d'électeurs. Mais il n'y a pas que 18 millions de Congolais. Il y a aussi les 44 millions qui se sont fait enrôler, mais qui n'ont pas pu voter. Il y a aussi d'autres Congolais qui ne sont pas en âge de voter. Ça fait plus de 100 millions de Congolais. Prenez tous ces Congolais-là. Ils ne seront pas dans les cabinets politiques de Kamerhe, de Samalou Kondé, ni de qui que ce soit. C'est des gens qui veulent qu'on les amène vers le développement. C'est des gens qui veulent qu'on les amène vers le bonheur. Et le président de la République a dit, les erreurs du passé ne vont plus se reproduire. Il prend un engagement d'amener ce peuple congolais vers le bonheur. Mais malheureusement, il ne serait plus agréable dans la famille du président de la République, où les gens commencent à se battre pour le poste. Et non pas pour amener le peuple vers le bonheur, mais pour s'amener soi-même vers le bonheur. C'est là que Félix Tshisekedi. Je comprends maintenant la démarche d'Augustin Kabouya. Quand il voit naître la plateforme de Kamerhe, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Jean-Pierre Bemba, il va voir Christophe Mbosso, il va Modeste Bahati, pour qu'ils réfléchissent de la stratégie à faire. Et je pense que si vous enlevez les 130 députés de Kamerhe, Tshisekedi aura toujours sa majorité. Il y a possibilité de les court-circuiter, ou bien il y a possibilité de l'amener à négocier en position de faiblesse. Prochain gouvernement, est-ce que Félix Tshisekedi doit continuer avec Samalou Kondé comme Premier ministre? Non. Ou doit-il changer? Non. Quel est l'homme idéal pour vous? Pour moi, oui. Parce que Félix Tshisekedi est de l'espace Kasaï, le Premier ministre ne doit pas venir du Kasaï. Deuxième chose, parce que son tout dernier Premier ministre est de l'espace Katanga, le prochain Premier ministre ne devrait pas venir du Katanga. Il nous reste le Bas-Congo, le Bandundu et l'Équateur. Il faut que le prochain Premier ministre vienne soit du Congo central, soit du Grand Bandundu ou de l'espace Grand Équateur. Ça fait la beauté de la démocratie. Ça fait la beauté de la démocratie. Et ça prouve la volonté du président de la République à donner au pays des institutions fortes. À l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale plutôt. Oui, à l'Assemblée nationale, on va jouer. On va le jouer maintenant à l'équilibre géopolitique. Parce qu'il a travaillé bien l'autre fois. Est-ce qu'il peut encore revenir aujourd'hui? Non, là, je ne suis pas d'accord qu'on puisse reconduire les mêmes personnes. Non, il faut tenter du neuf. On ne fait pas du neuf avec du vieux. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Cette histoire de venir apprendre également au sommet de l'État, nous l'avons expérimenté, on a vu que ça posait des problèmes. Non, mais le problème c'est qu'il y a quand même des intelligences. Il y a quand même des intelligences. Il faut reconnaître qu'il y a des intelligences. Il faut les repérer. C'est pourquoi j'ai parlé du casting. Il y a un casting qu'il faut faire. Le président de la République doit faire un casting. Il est vrai qu'il ne va pas se séparer de ses partenaires politiques, les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Non, il ne va pas se séparer d'eux. Ils doivent rester là, mais ils doivent faire un bon casting. Prenez Jean-Pierre Bemba. Je m'autorise un peu de parler de lui. Jean-Pierre Bemba a pris le risque, pendant la campagne électorale, de défier Moïse Katumbi sur la question de la nationalité. Et le risque que Jean-Pierre Bemba a pris est que si Moïse Katumbi passait président de la République, Jean-Pierre Bemba aurait été oublié
par Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba a pris le risque de battre campagne non pour ses candidats députés, mais pour Félix Tshisekedi. La preuve est qu'il en a eu que 19 députés seulement. Mais prenez l'autre, Vital Kamerhe, qui n'a fait que battre campagne pour ce propre candidat député. Il en a eu 36. Il fait de ces 36 députés une marchandise qu'il pouvait vendre en même temps au même prix à Moïse Katumbi. Regardez ma marchandise. Cette fixation sur Vital Kamerhe, en tout non, cas, en fait, j'ai encore de projets de voir quel est le problème. Je suis tellement contre les gens qui ne veulent pas travailler pour la population. Je vous ai dit que si l'opposition échoue dans ce pays, c'est parce que l'opposition est avec Félix Tshisekedi. Lorsque Kabila n'était pas avec la population, l'opposition avait réussi. Pour que l'opposition réussisse dans ce pays, il faut que la population rejette d'abord Félix Tshisekedi. Voilà. Là, l'opposition va réussir. Voilà, pour que l'opposition réussisse aujourd'hui, il faut que Félix Tshisekedi fasse des choses en tout cas qui ne marchent pas de pair avec ce que veulent cette population. Mais Ambroise Mamba, en tout cas, merci d'avoir été notre invité. Si on vous demandait pour cette émission de dire un dernier mot par rapport à tout ce dont nous avons parcouru, quel serait votre dernier mot par rapport à cette émission? Que les dirigeants travaillent pour la population. Si vous ne travaillez pas pour la population, elle va vous vomir. Joseph Kabila a été vomi par la population parce qu'elle n'a pas pu travailler pour la population. Voilà, ce sont là le dernier mot de M. Ambroise Mamba, journaliste et analyste politique en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, il a été notre invité. Avec lui, nous avons évalué le premier mandat et les perspectives sur le second mandat de Félix Tshisekedi. Il a tant vanté en tout cas les acquis. Quels sont ces acquis-là? Il en a parlé au cours de cette émission. Vous l'avez donc suivi, mesdames et messieurs. C'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, certainement avec un autre invité autour d'autres thématiques. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Au revoir.